Je vais vous parler de la mort. Je vais vous parler de la mort de Nicolas Granger. Une fois qu'elle a occupé la place, rien n'a plus été comme avant. Les journées qui l'ont suivie ont été des journées comme on n'en avait jamais connues. Traverser ces journées, c'était vivre une expérience inédite. Ce qui s'est passé, c'est que d'un moment à l'autre, l'atmosphère a été complètement saturée de microparticules de Nicolas Granger, ou plus exactement de microparticules de la mort de Nicolas Granger. Ça ne s'est pas arrêté après un jour ou deux, ça ne s'est pas arrêté au bout d'une semaine, ça ne s'est pas arrêté au bout d'un mois, ça a continué apparemment pour l'éternité. Nicolas, il était plus que mort, il était super mort. Il était mort d'une manière plus puissante que tous les gens morts que j'avais connus jusque-là. À une fréquence de plus en plus élevée, les gens morts remplaçaient les gens vivants. N'empêche qu'aucune des personnes décédées que j'avais connues n'avait eu une mort aussi envahissante. C'était extrêmement pesant, cette omniprésence de la mort de Nicolas Granger. À certains égards, ça faisait penser au film de Woody Allen, celui où le visage de sa mère apparaît dans le ciel. Partout dans le ciel de New York, elle s'adresse à lui, et tout le monde peut la voir et l'entendre qui continue, même morte, d'emmerder son fils. Alors, en ce qui concerne la mort de Nicolas Granger, il n'y avait pas de manifestation visuelle ni sonore, c'était, rarement, et c'était plus subtil. Par exemple, je sortais de chez moi pour aller chez Xanaé. On avait décidé de se réunir pour parler de la mort de Nicolas Granger. Et lorsque j'arrivais devant chez Xanaé et que je m'apprêtais à entrer dans son immeuble, mon téléphone sonnait. C'était Anne-Élodie qui m'appelait pour me parler de la mort de Nicolas Granger. Et moi, j'habite à Paris. C'est quand même une assez grande ville. Et bien à ce moment-là, au moment où j'étais au téléphone en train de parler de la mort de Nicolas Granger, eh bien, il y avait quelqu'un derrière moi qui me tapait sur l'épaule et quand je me retournais, c'était Jocelyne. Et Jocelyne, bien sûr, elle me disait, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à croire à la mort de Nicolas Granger. C'est une expérience qui a été partagée par pas mal de gens, je dirais des dizaines et même des centaines, et même on peut dire des milliers, parce qu'il y a eu ce truc à la télé, la cérémonie des Césars. Et dans la télé, ils ont mis la tête de Nicolas dans un diaporama avec d'autres acteurs également morts en 2016. Et cet envahissement, ce n'est pas limité à la France. Ça a été un phénomène international. Je le sais parce que David, il est parti en Grèce tout au début de cette affaire. Et bien plus tard, quand on s'est revus, il a été surpris que je lui raconte l'envahissement de la France par la mort de Nicolas Granger, parce qu'il était persuadé de l'avoir emmené, lui, en Grèce. David m'a raconté que la mort de Nicolas Granger était assise à côté de lui dans l'avion, qu'elle était sortie avec lui de l'aéroport et que la mort de Nicolas Granger l'avait suivi partout où il allait. Elle l'avait suivi à Athènes, mais aussi sur l'île de Sikinos, qui est extrêmement loin, à 8 heures de bateau du Pirée, autrement dit au bout du monde. Et quand David était à la table de mixage, la mort de Nicolas Granger était debout à côté de lui, avec un casque sur les oreilles, comme si David et la mort de Nicolas Granger étaient tous les deux DJ dans un bar de Sikinos. Et en même temps que ce phénomène se produisait, en même temps que pendant des journées et encore des journées, nous respirions la mort de Nicolas Granger, nous mangions, nous buvions la mort de Nicolas Granger, nous étions incapables de consommer ni de produire autre chose que la mort de Nicolas Granger. Eh bien, à ce moment-là, en fait, moi, j'allais pas si mal que ça. En tout cas, j'allais beaucoup moins mal
qu'à une autre époque, qui est précisément celle où j'ai fait la connaissance de Nicolas Granger. Alors, je sais pas, je vais essayer un petit peu. Je vous ai non. Je vous ai annoncé au début de cette causerie que j'allais parler de la mort de Nicolas Granger et c'est ce que j'ai fait, voilà. Et lorsque vous faites une annonce comme ça devant un public, c'est un engagement que vous prenez, c'est quasiment un contrat qu'il vous faut honorer parce que si on ne l'honore pas, bien on le déshonore et c'est pas des choses qu'on a envie de faire a priori. Et le public s'attend à ce que vous développiez votre sujet. Et en ce qui concerne la mort, le public a des attentes très précises. Ce qui intéresse le public, c'est quel âge avait le gars quand il est mort? De quoi est-il mort? Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que la chronologie, j'y crois pas trop, en fait, et parfois vous avez l'impression dans votre vie que tout s'organise de manière logique et comme planifié. Moi, parfois, c'est l'impression que j'ai, mais d'autres fois, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai pensé autre chose. J'ai pensé qu'en vous soumettant 2 ou 3 tranches de mon existence, eh bien, je venais vous rappeler que quand tout va mal, on peut s'appuyer sur l'idée que tout finit par s'arranger. Mais que cette idée est fausse, bien sûr, et que parfois ça ne s'arrange pas. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de très paranoïaque. Par exemple, j'imagine pas du tout que les gens parlent de moi derrière mon dos pour dire des saloperies à mon sujet. Je ne crois pas du tout ce genre de choses. Je me dis que les gens ont bien mieux à faire que de se réunir pour parler de moi, et que même dans le cas où ça leur viendrait à l'idée de parler de moi, comme je suis plutôt sympathique, ils diraient plutôt du bien. Mais à l'époque où j'ai rencontré Nicolas, j'étais un peu zinzin. Pour le dire simplement, j'entendais des voix. Et j'entendais des voix dans la radio. Dans la radio, j'entendais une voix qui prononçait mon nom, qui disait Elena Vilovitch. Elle prononçait mon nom et mon prénom. Et cette voix disait des choses pas du tout aimables à mon sujet. Alors, moi, un des auteurs qui m'a le plus impressionné, c'est Philippe Cadic, l'écrivain de science-fiction. L'année de mes 20 ans, j'ai presque tout lu de lui, et ça collait bien avec ce que je faisais à cette époque, c'est-à-dire que je prenais de la drogue, et puis je prenais, je prenais pas tant que ça, mais il m'arrivait de prendre du LSD, qui est une drogue quand même assez forte, et je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais ça collait très très bien avec la science-fiction, et moi je dirais que ça a ouvert des portes à l'intérieur de ma tête. Enfin, je sais pas, c'était vachement intéressant. Et donc, ce roman auquel je pense, c'est celui qui s'appelle Radio Libre Albémousse. Et dedans, il y a un personnage qui s'appelle Nick. Et il entend des voix à la radio, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Nick, il entend des voix agressives, des voix qui se moquent de lui et qui répètent Nick, je te nique. Ça, c'est la traduction française, mais je la trouve bien. Voilà. Et il ne sait pas si c'est la police, ou alors des extraterrestres, ou alors si c'est juste parce qu'il est fou qu'il entend des voix à la radio. Et donc moi aussi, j'entendais une voix dans la radio, et c'est une voix qui se foutait de ma gueule, et je savais qui c'était, enfin je connaissais cette voix, c'était la voix d'Yves Noël. Et j'allumais la radio, c'est arrivé 2 fois, et j'entendais la voix d'Yves Noël qui disait « J'ai quitté ma femme ». Je ne sais pas comment il le dit, je ne vais pas faire des imitations. Il disait « Allez, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté Elena Vilovitch ». Et il le disait sur un ton comique, donc que je n'ai pas imité. Et ça faisait rire les gens avec lui dans le studio. Et moi, ça ne me faisait pas rire, évidemment. Ça ne m'a pas fait rire la première fois, ça ne m'a pas fait rire la deuxième fois non plus. Et dans la vraie vie, Yves Noël avait vraiment quitté sa femme, et donc il m'avait quitté moi, puisque on avait été ensemble pendant 2 ans, et puis ça avait été un coup dur, cette rupture. J'étais quand même triste, mais j'étais pas zinzin, du moins
Du moins, je ne l'étais pas encore, quoi. Et la zinzinerie, elle s'est déclenchée quand j'ai entendu mon nom à la radio, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Yves Noël, il peut pas aller dans les studios de Radio France juste pour dire une phrase comme ça. J'ai quitté Lena Vilovitch, ce serait vraiment nul, et je vois vraiment pas qui ça intéresserait. Et donc, puisque j'entendais un truc qui n'était pas possible, ça voulait dire que j'étais folle. Et par la suite, j'ai appris que c'était vrai. J'ai appris que c'était vrai. Yves Noël était vraiment passé à la radio. Et il avait parlé de moi plusieurs fois. Et plusieurs personnes me l'ont dit. Elles m'ont dit, tiens, l'autre jour, des fois même des gens qui connaissaient, qui ne le connaissaient pas. Tiens, l'autre fois, j'ai entendu un gars à la radio, un peu genre Fabrice Lucchini. Il disait ton nom, et puis c'était marrant. Bon. Mais ça, c'était avant que les gens commencent à m'en parler. Moi, pendant un bon moment, j'ai cru que j'étais zinzin. Et ce que moi, je trouve marrant, c'est que c'est le fait de ne pas être paranoïaque au départ qui m'a fait croire que j'étais zinzin. Parce que ce que j'avais, c'était comme de la paranoïa, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on disait vraiment mon nom à la radio, et moi, c'était la réalité, et moi, je refusais de croire que c'était vrai. Bon. J'allais pas bien à cette époque, hein, et il fallait que j'arrête d'écouter la radio. Alors je suis allée dans le Jura, et puis je suis allée en haut d'une montagne, et puis j'ai mangé de la gelée de pissenlit, et puis j'ai mangé du fromage, et des saucisses, et des patates, et c'était super. Mais ça m'a pas changé les idées, et au bout d'une semaine, je suis rentrée, j'avais toujours les mêmes idées, je croyais toujours que j'étais zinzin. Et en fait, je ne l'étais pas encore. Je ne l'étais toujours pas parce que c'était avant que je rencontre Nicolas Granger. Et puis je l'ai rencontré, et là, je suis passée de l'autre côté. Alors Nicolas, il ne l'a jamais su, je ne lui ai jamais dit, puis je ne l'ai jamais dit à personne non plus, en fait. Donc voilà ce qui s'est passé. Pendant que j'étais dans le Jura, j'ai reçu un message d'une certaine Isabelle, qui m'invitait à dîner chez elle à Paris, la semaine suivante. Alors, quand je suis arrivée chez elle, elle m'a dit Elena, j'espère que ça ne te dérange pas, j'ai invité une autre personne, je l'ai rencontrée dans un bar, on a sympathisé, je te préviens, c'est un drôle de type. Et là, j'ai vraiment imité Isabelle. Elle parle vraiment comme ça. Et c'était Nicolas Granger. Alors, je suis entrée dans la salle à manger, il était assis devant la table, il avait une assiette, une fourchette dans une main, un couteau dans l'autre, et il avait l'air d'avoir très faim. Il m'a regardé comme s'il était cannibale. Et Nicolas, il était drôle et sinistre en même temps, et ça faisait vraiment un trio. Tout de suite, ça a marché, Isabelle, Nicolas et moi, à partir de ce jour-là, et puis pendant des mois. On ne s'est plus quittés, on se voyait tout le temps, et le plus souvent chez Isabelle, mais aussi au théâtre, au cinéma, dans les fêtes. On y allait tout le temps, en métro, en taxi, à vélo, à pied. Enfin c'était l'amitié, quoi. Et j'ai pas encore dit comment Nicolas Granger m'avait rendue folle, mais je vais le dire. Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc, j'entre dans cette salle à manger. Je vois Nicolas avec son couteau et sa fourchette, et je pense, merde, c'est Yves Noël. Et en même temps, je me dis, c'est pas possible, puisqu'Isabelle m'a dit que le gars s'appelait Nicolas. Alors c'est vrai, il ressemblait un petit peu à Yves Noël, enfin c'était un peu le même genre de garçon un peu grand, acteur, mais en fait ils avaient beaucoup de différences, ils n'avaient pas du tout la même couleur de cheveux, d'yeux, et puis c'est pas la même voix non plus, bon. Donc j'ai rien dit. J'ai passé le début de la soirée avec Isabelle et Nicolas, et j'étais sûre que Nicolas, c'était Yves Noël déguisé. Et j'ai décidé que j'allais faire semblant de ne pas le reconnaître. Et à un moment, quand Nicolas s'est levé, je l'ai bien regardé, et j'ai vu qu'il n'était pas aussi grand qu'Yves Noël. Alors je me suis dit que ça ne pouvait pas être Yves Noël, parce que c'est pas possible qu'Yves Noël ait réussi à se déguiser en quelqu'un de plus petit que lui.
Mais moi, en même temps, ça y était, quoi. J'étais zinzin. Mon idée, c'était que bien que ce soit impossible, Nicolas était quand même un peu Yves Noël déguisé. C'est-à-dire qu'il était un peu selon les jours, puisque à partir de ce moment-là, on s'est vu beaucoup. Donc à partir de ce jour-là, il était par exemple à 80% Nicolas et 20% Yves Noël, ou des fois ça passait à 50-50. Mais il y avait toujours au moins 2 ou 3% d'Yves Noël dans Nicolas. Et donc pour moi, ça voulait dire que je devais me méfier tout le temps, puisque il fallait que je fasse gaffe à pas dire certains trucs devant Nicolas, puisque Yves Noël ne devait pas le savoir. Et alors à l'époque, la psy que je voyais 2 fois par semaine, il se trouve que c'était Yves Noël qui m'avait envoyé la voir. Et c'était une psy un peu spéciale, et je devais me déshabiller, et puis avant de m'allonger sur une table, et elle me faisait une espèce de massage pendant que je lui parlais. Et donc à cette psy, je lui mentais en permanence, surtout depuis la rupture. Je lui disais que j'allais super bien, pour qu'elle le répète à Yves Noël quand il l'appellerait, par exemple, pour me surveiller. Et à un moment, j'ai quand même réussi à changer de psy et changer de médicaments aussi, parce qu'en fait, c'était une psychiatre et elle me faisait des ordonnances, elle me prescrivait des médicaments qui me rendaient de plus en plus dingue. Donc avec le nouveau psy, j'ai pu commencer vraiment le travail, sauf que je lui ai quand même pas parlé de cette histoire d'Yves Noël déguisé, parce que je me rendais bien compte que c'était complètement délirant et je voulais pas partir sur de mauvaises bases avec mon nouveau psy. Et ça a encore duré plusieurs mois. Et à force, Yves Noël a fini par sortir du corps de Nicolas. Ouais, j'ai longtemps eu un doute. Et en fait, il aurait fallu que je les voie tous les deux ensemble, l'un à côté de l'autre, pour être convaincue qu'Yves Noël ne pouvait pas être à la fois dans son corps à lui et dans le corps de Nicolas Granger. Mais ça ne s'est jamais produit. Yves Noël et Nicolas, je ne les ai jamais vus dans la même pièce. Bon. Alors, je voulais dire encore quelque chose d'important. Et je voulais dire qu'il ne faut pas avoir trop peur de la folie, parce que c'est un peu embêtant sur le moment, mais c'est parfois des moments assez inspirants. Et les médicaments, c'est pas si mal que ça. Et puis, je vais profiter un petit peu de cette position-là de gourou un peu, ou de professeur, position de force, pour dire des choses que je pense comme ça. Et ben moi, je trouve qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas prendre de médicaments, et c'est des gens qui n'ont pas besoin de médicaments et ils n'y connaissent rien. Et moi, je dis que si ça vous fait du bien, il faut prendre des médicaments. Et j'aurais comme ça envie de dire aussi qu'on peut habiter ce serait chouette d'habiter dans des tipis. Et puis aussi, je sais pas si c'est tout. Mon prochain livre, il s'appelle Gourou malgré moi, et dedans il y aura vraiment un gourou. Ce sera un contrat tout à fait honoré. Et plusieurs personnes m'ont déjà dit que si j'arrivais à écrire un livre qui s'appelle Gourou malgré moi, elles le liraient, parce que ça a l'air assez... J'espère que vous le lirez aussi. Et c'est un livre que je vais commencer à écrire la semaine prochaine. Voilà. Et donc ça se termine. J'ai dit que j'allais parler... j'ai parlé de la mort de Nicolas Granger. J'ai parlé de ma rencontre avec Nicolas Granger. Et entre ces deux événements espacés de 8 ans, on ne s'est pas vu si souvent que ça, lui et moi. Mais chaque fois qu'on se voyait, ça durait longtemps. C'était censé être un petit rendez-vous comme ça. Et puis finalement, on passait des heures ensemble. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur la messagerie de Facebook. Et j'ai encore le texte de notre dialogue, parce que son profil n'a pas été supprimé. Et alors, il m'avait demandé de lui donner son avis sur une pièce de théâtre dans laquelle il avait joué, que j'étais allée voir. Et je lui avais dit ce que j'en pensais, mais c'était pas assez pour lui. Il voulait qu'on en parle plus en détail, et puis il voulait qu'on se voie, spécialement pour parler de sa pièce, et puis de lui, et puis de sa carrière. Il voulait qu'on passe toute une soirée à réfléchir ensemble à sa carrière. Et puis, ce qu'il me proposait, c'était qu'on se retrouve chez moi,
que je lui fasse à manger et qu'on parle de sa carrière avant le dîner, et puis pendant le dîner, et puis bien sûr après le dîner, et puis que si on n'avait pas terminé de parler de sa carrière à l'heure du dernier métro, il pourrait dormir à la maison, puis comme ça, quand on se réveillerait le matin, on pourrait encore parler un petit peu de sa carrière. Et comme d'habitude avec Nicolas, c'était charmant, c'était très drôle la manière dont il essayait de me voler mon temps. C'est comme manipulateur, Nicolas il était vraiment nul parce que je voyais tout de suite ce qu'il voulait et puis on s'amusait bien. Mais quand même, j'avais beaucoup de choses à faire à cette époque. Alors, je lui ai répondu à sa proposition, j'ai répondu... j'ai pas de soirée disponible avant février 2017. Et ça se passait en novembre 2016. Et ça se passait en novembre 2016 et ça se passait donc une semaine avant la mort accidentelle de Nicolas Granger. Et la dernière chose que j'ai failli lui écrire, c'est je n'ai pas de soirée disponible avant février 2017. Mais heureusement, ça n'a pas été la fin de notre conversation et il m'a fait une autre proposition. Il m'a dit, il a tapé, hein, et ça se passait comme ça. Hey, Elena, ça te dirait pas qu'on monte un groupe de musique tous les deux ? Et là, j'ai pas hésité. Bah oui, j'ai dit oui, c'est génial, c'est vraiment la meilleure idée du siècle. Et je vais réfléchir au costume et il faut que ce soit encore mieux que Calcutta Désert. Enfin, Calcutta Désert, c'est un groupe, un duo qu'on aime bien. Et ils jouent la tête, ils jouent tous les deux comme ça, la tête cachée sous une couverture en laine. Et c'est vraiment très beau. Donc j'avais envie qu'on devienne leurs concurrents et qu'on devienne même peut-être meilleurs qu'eux. Et quand j'ai appris la mort de Nicolas, j'ai tout de suite pensé, bien sûr, que je perdais un ami. Et presque aussitôt, j'ai réalisé que j'aurais plus jamais l'opportunité de faire partie d'un groupe de musique, ni de monter sur scène pour donner un concert. Voilà. Et puis hier, c'était la fête de la musique. Et puis, donc j'étais à l'hôtel de la Croix-Rousse. Je suis pas très... J'étais à l'hôtel de la Croix-Rousse et puis j'entendais des gens qui reprenaient Noir Désir et c'était vraiment un massacre. Et je me suis dit, enfin bon, voilà. Donc évidemment, je me suis dit, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Peut-être que je pourrais, il suffirait de pas grand-chose, il suffirait un morceau de musique. Qu'est-ce que c'est on lance un peu de batterie, là, comme ça, des percussions, je sais pas quoi, sur GarageBand, et puis on fait rentrer les batteries, puis après on fait entrer d'autres instruments, j'ai des basses, puis après les paroles, c'est Nicolas, je suis là. Nicolas, t'es pas là. Nicolas. Bon, c'est juste le début, hein, voilà.